Nous avons voulu créer cet événement pour créer du lien social entre nous, en dehors des moments de la vie militante plus traditionnelle. Et je voulais d'ailleurs remercier particulièrement Genovefa, Magali, Sébastien et Mathieu, qui n'ont pas aménagé leur peine pour organiser cette journée. Une organisation, c'est toujours quelque chose. Donc je voulais particulièrement les remercier pour cette première édition. Il s'agit bien d'une première édition. L'idée pour nous, elle est de faire de ce rassemblement un rendez-vous annuel, un rendez-vous ouvert à tous ceux qui veulent contribuer à notre ambition pour la Bretagne. Merci d'être venu pour cette première journée festive du Parti breton et à cette conférence débat sur la Bretagne et l'Europe. Et le thème, c'est quelle place pour la Bretagne dans l'Europe qui se dessine aujourd'hui. Je vais présenter nos invités. Je les remercie déjà d'avoir accepté notre invitation. Donc nous avons Azilis Gouès qui est diplômée de l'IEP de Paris, de l'Université de Cambridge, vous avez été la plume du président irlandais Michael Higgins, D. Higgins, pardon. Et vous êtes chercheuse associée à l'Institut Jacques Delors. Vous êtes également membre de Place Publique et vous êtes candidate pour les élections européennes sur la liste Place Publique PS dont la tête de liste est Raphaël Glucksmann. Monsieur Erwan Fouéré, vous êtes diplomate irlandais. Vous êtes ancien représentant de l'Union européenne en Macédoine. Vous avez été ambassadeur d'Irlande. De l'Union européenne, pardon, et vous avez été le premier représentant de l'Union européenne présent, je crois, en 1994 en Afrique du Sud à l'élection de Nelson Mandela. Voilà, donc Yves Gernigon, vous êtes chef d'entreprise, président du Parti fédéraliste européen, et vous êtes tête de liste pour ces élections européennes, pour la liste du Parti fédéraliste européen, où le Parti breton est aussi présent. Voilà. Donc pour démarrer ce débat, donc on va parler, on a pris plusieurs axes de réflexion. On va commencer par le Brexit, et puis on va aussi parler de l'évolution institutionnelle qui peut être celle de l'Europe dans ces prochaines années, et puis de la place de la Bretagne dans l'Europe. Quelle place la Bretagne peut-elle trouver, quelle voix peut-elle avoir dans cette Europe qui se dessine. Alors, pour commencer, concernant le Brexit, donc le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne. C'est pas encore acté. Theresa May a bénéficié d'un délai, mais cette sortie semble inéluctable. Alors, avant de parler de la Bretagne, j'ai envie de vous poser une question sur l'Irlande, puisqu'on a deux Irlandais ou quasi-Irlandais présents aujourd'hui. Puisque l'Irlande est juste à côté, et de la Bretagne, et de la petite Bretagne, et de la grande. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Irlande que le Royaume-Uni veuille quitter l'Union européenne? Alors, madame. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je ne vais pas répondre directement à cette question, mais pour les Irlandais, ça a été un coup de tonnerre. Vraiment, ça a été accueilli comme un désastre, comme une nouvelle désastreuse. Pour moi, qui ne suis pas irlandaise, je ferai deux remarques. D'abord, ce qui a été absolument choquant pendant le débat pré-référendaire au Royaume-Uni, c'est que l'Irlande n'a pas du tout été au cœur des discussions. Les Britanniques ont beaucoup parlé de l'Écosse, et très curieusement, et c'est très grave, ils ne se sont pas du tout appesantis sur ce qui allait se passer pour l'Irlande du Nord, et on a très peu parlé du problème de la frontière, qui est en fait le problème insoluble au cœur du Brexit, puisque on ne peut pas faire passer la frontière entre le nord et le sud de l'île. Donc ça, c'est le fruit de l'accord du Vendredi Saint, qui a été l'accord du processus de paix en Irlande. Et puis aussi parce que ceux qu'on appelle les nationalistes irlandais, donc pour faire vite, les catholiques, représentés par le parti Sinn Féin,
pour ce qui est des nationalistes, et puis par les nationalistes plus modérés du SDLP, sont contre cette idée d'un retour de la frontière. Mais on ne peut pas non plus faire passer cette frontière entre les deux îles, entre l'Est et l'Ouest, parce que là, ce sont les unionistes, donc les protestants d'Irlande du Nord, qui restent viscéralement attachés à la couronne britannique, qui ne veulent pas d'une frontière entre les deux îles. Donc on est vraiment dans une situation extrêmement compliquée. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en fait, on assiste en fait au retour de la question irlandaise au cœur du débat politique britannique. En fait, cette question irlandaise, elle a beaucoup travaillé, elle a été au cœur de nombreux débats depuis un siècle et demi, en fait, à Westminster, au Parlement britannique. Et puis, on l'avait un peu oublié avec l'intégration européenne. Et puis là, avec la perspective du reflux, elle surgit à nouveau. Et ce qui a surgi à nouveau aussi, c'est non pas la perspective, mais au moins la question de la réunification de l'île d'Irlande. Et lorsque je suis arrivée en Irlande, moi j'étais extrêmement frappée de voir que pour l'establishment irlandais, donc pour les responsables des principaux partis, donc Fianna Fáil et Fine Gael, cette question, on ne pouvait même pas la poser depuis 15 ans. Et puis là, de façon très spectaculaire, elle est de retour sur la table. Donc du point de vue de ce qu'était un peu le discours des Brexiteers, le renforcement de l'union entre donc, ces différentes parties, l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord, le résultat est totalement contradictoire. Monsieur Foury. Oui, merci beaucoup. Donc je partage le petit bouton sinon je lance un autre système. Je partage le bouton. Ça va. Ok, merci beaucoup. Je partage entièrement c'est le point de vue et ça démontre un peu le manque de responsabilité des hommes politiques qui ont lancé ce référendum dès le début, en 2016, et le fait que les leaders du Brexit, tels que l'ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères Boris Johnson, n'avaient aucune idée de l'impact de ce Brexit, notamment pour l'Irlande du Nord. Alors, le résultat a été certainement un coup de tonnerre pour tout le monde, y compris pour ceux qui sont en faveur d'une réunification éventuelle de l'île de l'Irlande. Alors, où nous sommes actuellement, c'est encore le flou, parce que nous ne savons pas si le Brexit va se réaliser soit à la fin mai, ce que Theresa May, le Premier ministre, souhaiterait, pour éviter qu'il y ait des élections au Parlement européen en Grande-Bretagne. Mais de jour en jour, cela se démontre comme impossible. Donc la prochaine date, c'est le 31 octobre, une date qui avait été insistée notamment par le président Macron pour empêcher une contamination du Brexit pour le renouvellement des institutions européennes qui commencera le 1er novembre avec la nouvelle Commission européenne, un nouveau président de la Commission européenne, un nouveau président du Conseil européen, un nouveau représentant pour les affaires étrangères de l'Union, etc. Ça a l'air d'être, pour l'instant, la date un peu plus possible, mais on ne sait toujours pas encore. On ne sait pas encore même s'il y aura peut-être un deuxième référendum. Il y a une initiative populaire de 6 millions, signée par 6 millions de citoyens, mais pour l'instant, le gouvernement Theresa May rejette l'idée d'un autre référendum. Donc vraiment, malheureusement, ce cauchemar du Brexit, parce que c'est vraiment un cauchemar, continue et a affecté très sérieusement les discussions, soit au sein de l'Union européenne
mais surtout les discussions et l'avenir au sein de l'Irlande. Et certainement, ce qui est important à souligner, c'est que grâce aux accords de paix de 1998, l'éventualité d'une réunification de l'Irlande est possible sur la base de consentement, c'est-à-dire par un référendum qui pourrait avoir lieu en Irlande du Nord pour voir si la majorité de la population souhaite la réunification. C'est une question qui devient de plus en plus discutée maintenant parce que malheureusement ça risque d'être une des conséquences si le Brexit se réalise. Il ne faut pas oublier qu'une petite majorité, pas grande mais petite, plus petite qu'en Écosse, avait voté dans le référendum 2016 de rester dans l'Union européenne. Donc, il y a une majorité de population en Irlande du Nord qui souhaite rester dans l'Europe. Il y a évidemment des questions financières qui ne sont pas petites. La Grande-Bretagne subside l'Irlande du Nord de l'ordre de 10 milliards par an pour l'économie, parce que l'économie est toujours assez faible malgré le fait qu'il y a une augmentation d'investissement après les accords de paix. Mais donc, si jamais il y avait une réunification, cela impliquerait des conséquences économiques importante pour Dublin. Et à côté de ça, évidemment, il y a le fait qu'il y a un parti politique en Irlande du Nord qui soutient le gouvernement de Theresa May, qui est farouchement contre toute idée de réunification.